Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Haute et de Basse-Égypte. Alors vous le savez peut-être, l'Égypte est divisée en deux régions, la Haute-Égypte qui se situe en bas du Caire et la Basse-Égypte qui se situe en haut du Caire. Alors ça ne paraît pas très logique dit comme ça, parce qu'effectivement, comme nous, la convention c'est de mettre le nord en haut, on se retrouve avec le bas en haut et le haut en bas. Mais c'est beaucoup plus logique si on s'intéresse en fait au sens d'écoulement du fleuve, du Nil, puisqu'en fait, du coup, vu que le Nil circule depuis le sud jusqu'au nord à la mer Méditerranée, l'eau va d'abord dans la Haute-Égypte, donc qui se situe concrètement plus haute que, en tout cas en amont de la Basse-Égypte qui elle est en aval et qui est juste au niveau de l'embouchure du fleuve. Donc ces deux territoires-là sont assez différents. La Haute-Égypte, elle, c'est donc un désert qui est traversé par un fleuve, c'est une région qui est plus longue mais qui est très étirée, avec juste une bande de terre cultivable qui est très étroite et pour laquelle les villes sont les unes après les autres le long de cette bande, le long du Nil. La Basse-Égypte, elle, correspond essentiellement au delta du Nil. Donc à partir de ce niveau-là, le Nil se détache et se sépare en plusieurs bras, ce qui fait qu'en fait la zone qui est cultivable est beaucoup plus large, c'est une zone qui est beaucoup mieux irriguée, qui est plus humide, et il y a donc plus de... il y a une faune et une flore qui est différente, notamment le papyrus pousse particulièrement bien dans ces zones un peu marécageuses de la Basse-Égypte. C'est aussi une zone qui est ouverte sur la mer et qui a plus de contact avec le Levant, tandis que la Haute-Égypte, même si elle a des contacts vers le sud et vers la mer Rouge, mais ce sont des contacts il faut traverser le désert pour les atteindre, donc c'est un peu plus compliqué. En Égypte, il y a un certain nombre de représentations et de symboles qui sont liés chacune à une de ces régions. On a pour chacune de ces régions une déesse protectrice. En Haute-Égypte, il s'agit de Nerbet, qui est une déesse vautour, tandis qu'en Basse-Égypte, il s'agit d'une déesse cobra qui s'appelle Wadjet. Il y a aussi une plante qui va être représentative et qui servira à symboliser une de ces deux régions. Ce sera pour la Haute-Égypte le lotus, tandis que pour la Basse-Égypte ce sera le papyrus. Et il y a également une couronne pour chacune de ces régions, la blanche pour la Haute-Égypte et la rouge pour la Basse-Égypte. Donc gardez bien ça en tête, on y reviendra un peu par la suite. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ces notions de Haute et Basse-Égypte? Quelle est l'importance de ces notions-là? C'est pas tellement une division administrative. D'un point de vue administratif, l'Égypte est plutôt divisée en nomes qui sont des régions qu'on pourrait comparer à des départements français, je pense en termes de taille, donc avec une ville principale, et qui sont assez nombreuses. On a à peu près une quarantaine de nomes dans toute l'Égypte, ou sinon il existe, notamment au Moyen Empire, plusieurs grands districts, mais ils sont plutôt au nombre de 3. Et il n'y a jamais, en tout cas pas vraiment dans l'histoire, il n'y a pas vraiment de période où administrativement on ait vraiment une grosse région Basse-Égypte, une grosse région Haute-Égypte. Non, c'est pas l'importance, elle n'est pas administrative. Par contre, d'un point de vue idéologique, là, c'est vraiment important. Pour les Égyptiens, l'Égypte est un pays double. Pour lui, il est vraiment constitué, pour les Égyptiens, elle est vraiment constituée
de ces deux entités qui ne fusionnent jamais vraiment totalement. Ça se ressent déjà dans la manière de présenter, de parler même du pays, puisque l'Égypte, en égyptien ancien, s'appelle Kemet, mais elle est souvent désignée sous le terme de deux terres. Du coup, le pharaon, enfin le roi, est souvent qualifié de maître des deux terres. Il a aussi dans sa titulature officielle plusieurs titres qui font référence au fait justement qu'il y ait ces deux entités. Il y a notamment le titre, un des titres principaux qui est celui, le titre de Nesubiti, que nous on traduit par roi de Haute et de Basse Égypte. Et en deuxième lieu, il y a aussi le titre de Nepti, qu'on appelle le nom des deux maîtresses, qui fait directement référence aux deux déesses protectrices, donc le vautour en Haute-Égypte et le cobra en Basse-Égypte. Dans les représentations égyptiennes, on a très souvent les choses qui sont représentées d'abord pour la Basse-Égypte, puis pour la Haute-Égypte, ou inversement dans l'ordre, enfin l'ordre n'a pas d'importance, mais on va avoir, quand on va avoir des listes de noms, eh bien on va d'abord indiquer tous ceux de Basse-Égypte, puis tous ceux de Haute-Égypte. C'est le cas aussi quand on fait des listes des processions nilotiques. Il va y en avoir souvent d'ailleurs dans les temples, vous allez avoir d'un côté tout ce qui se rapporte à une de ces deux régions et de l'autre côté en face ce qui se rapporte à l'autre région. Vous avez tout un tas de représentations aussi où on va avoir justement des coiffes, des couronnes, où on va avoir à la fois le cobra et le vautour de représenter, et surtout vous allez avoir la couronne la plus importante, enfin c'est pas la plus importante mais vraiment c'est une des plus courantes qu'on a pour représenter que va porter le roi, c'est la couronne de Haute et de Basse-Égypte qui est composée de la couronne rouge et de la couronne blanche qui sont fusionnées pour être vraiment assemblées. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que quand les Égyptiens parlent de leur propre histoire, donc en règle générale quand ils font des listes de rois, pour eux, le premier roi humain, donc pas les dieux, mais le premier roi humain à avoir gouverné l'Égypte, c'est le roi Ménès, qui est le roi qui a unifié le pays. Donc Ménès, concrètement, c'est un dieu qui n'a pas de réalité historique, on n'a pas de trace de ce dieu-là, de ce roi-là. On pense que le roi qui a unifié l'Égypte, c'est plutôt Narmer ou son successeur Aa. Mais ce qu'on sait, ce dont on a des traces archéologiques, c'est que avant ce roi unificateur, il y avait déjà d'autres rois en Égypte. On a le roi serpent, le roi scorpion, des rois comme ça qui n'étaient pas juste des chefs de clan, hein, c'était des rois qui avaient un titre, un nom d'Horus et qui étaient déjà fournis avec quasiment toute la panoplie de pharaons, déjà la couronne de Haute-Égypte, les représentations, enfin on est vraiment dans une continuité avec ce qu'on aura plus tard. Donc concrètement on pourrait les mettre dans la liste, mais ce qui est important c'est que pour les Égyptiens, avant que l'Égypte soit unifiée, ben ça ne compte pas, puisque l'Égypte ne devient vraiment Égypte que quand elle est vraiment complète avec ces deux régions qui sont fusionnées. D'ailleurs, on peut remarquer en regardant vraiment l'histoire égyptienne que l'histoire égyptienne, donc, elle alterne entre des périodes dites qu'on appelle des empires et d'autres qui sont dites des périodes intermédiaires. Donc ça, si vous voyez pas trop de quoi je parle, je vous renvoie à ma vidéo d'introduction à la chronologie que j'avais faite il y a déjà un moment. Et donc si on regarde ces périodes-là, on se rend compte que les périodes d'empire, qui sont vraiment des périodes importantes où la majorité des constructions sont donc des périodes qui correspondent à des périodes de stabilité politique, et c'est des périodes où l'Égypte est semblable à l'Égypte comme on l'imagine, donc avec la Haute et la Basse Égypte,
qui sont ensemble ou gouvernés par le même roi, tandis que les périodes dites intermédiaires sont des périodes où au contraire le pouvoir est fragmenté avec un pouvoir, souvent un pouvoir au sud et un pouvoir, voire plusieurs pouvoirs au nord. Et souvent les empires se mettent en place par une conquête de la part de la Haute-Égypte vers la Basse-Égypte. Ça s'est toujours un peu fait dans cet ordre-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou pas, si vous avez envie, faites-le, ça me fera plaisir. Et à vous abonner et pourquoi pas partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser des gens. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. À la prochaine!